Tous les matins, je prenais le RER. Tous les matins, je me disais, ah, là, si je saute, tout s'arrête et tout ira mieux. Mais c'était à ce point, en fait. Ouais, mais on se le dit comme ça, on se le dit. On y pense une fois et puis après, non, bon, on le fera pas. Tous les jours et puis de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Et jusqu'au jour où j'ai dû passer à l'acte. Je suis quelqu'un de... Je suis toujours souriant, je suis toujours des blagues, je suis toujours de bonne humeur. Donc non, et puis je me dis que personne ne me comprendra, donc à quoi bon en parler. Moi, mon plus gros problème, c'est toujours été ma tête, pas mon corps. Mais j'ai vraiment pas envie d'y aller, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie. Et tous les jours, c'est j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et bah logiquement, quand on n'a pas envie, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête? Voilà. Le suicide, c'est moins une envie de mourir qu'un besoin de faire stopper la souffrance. Et donc, j'ouvre les yeux. Alors, au début, je suis un peu dans le brouillard. Et puis, je vois qu'il me manque une jambe. Et à ce moment-là, je me dis, la première chose que je me dis, c'est mince, je me suis raté. Je ne regrette absolument pas ce geste-là, parce que je préfère être heureux avec mes 2 prothèses que malheureux avec mes jambes. Ouais, ça remet les choses en place quand même. Je dis, bon, bah... cyniquement, je me disais, bon, bah, t'as eu ta chance d'essayer de te suicider, tu l'as raté, bah, maintenant, tu... Vis, quoi. Ouais, maintenant, vis, parce que tu vas pas leur refaire revivre ça. Si tu voulais mourir, fallait réussir la première fois, sinon, maintenant, c'est trop tard. Maintenant, tu vis et tu répares la douleur que tu leur as causée. Tu couches avec des gens dehors et tout ça, tu couches avec eux et tout ça, en plus tu prends des photos sexy, tu envoies au mec et tout ça. Il va me demander aussi de lui faire des fellations. Parce que j'ai été violée avec ma grand-mère qui est partie aussi si tôt. Et je me suis dit, allez, vas-y, vas-y. On s'est fait attaquer, j'ai jamais vraiment eu peur, j'ai juste eu une montée d'adrénaline. Bonjour à tous, bonjour à tous. J'ai couché avec une personne avant le mariage. Écoute-moi aussi. Bonjour à tous, bienvenue sur Emma, écoute-moi aussi, l'émission qui vous donne la parole. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Samou, qui a vécu une histoire incroyable et qui est là pour nous la partager. Bonjour Samou. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, tu es là pour parler de ton histoire, mais avant ça, j'aimerais savoir qui est Samou. Alors moi, j'ai 32 ans. Tu les fais pas? Ah, merci. J'essaie de rester jeune. Ouais. Je suis le papa d'une petite fille super et le conjoint d'une femme qui l'est tout autant. Je travaille en ludothèque. Donc c'est un endroit pour jouer avec les enfants, les parents, les adultes, les seniors par exemple. Et je fais aussi beaucoup de sport puisque je pratique le volley assis entre autres. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton contexte familial? Comment est-ce qu'a grandi Samou quand il était petit? Alors moi, mes parents sont du Mali. Ils sont venus dans les années 70 en France. Et je suis le petit dernier d'une fratrie de 6. D'accord. C'est pas anodin dans mon histoire. C'est vraiment pas anodin puisqu'en plus, je suis né beaucoup plus tard que mes autres frères et sœurs. Donc eux, ils ont toujours plein d'histoires de bêtises qu'ils ont fait ensemble. On s'en rappelle le soir, vous vous souvenez quand on a cassé la table de maman, ils rigolent tous et toi, moi non. À côté. Ouais, je suis à côté parce que moi j'ai fait mes bêtises tout seul. Ouais. Bah oui. Donc je rigole avec personne, mais c'est quand même sympa. Mais j'ai toujours été très très bonne ambiance avec mes frères et sœurs. On s'entend bien. On ne parle pas beaucoup. Ouais. Voilà, ça c'est le truc, on se parle pas beaucoup, mais on est toujours là les uns pour les autres. Et comment est-ce qu'on fait quand on est jeune comme ça, de se faire une place dans cette famille-là? La place, alors quand on est le dernier, la place on l'a. Hein. Ah ouais. La place elle est donnée toute prête, toute chaude. C'est ça, arrêtez de l'embêter, arrêtez de faire ci. Puis même tout le monde se préoccupait de moi, donc j'avais franchement besoin de réfléchir à rien, à part aller à l'école. Franchement, j'ai tout été servi sur un plateau. Mais non, ma place, je me la suis faite autrement, puisque finalement, dans une famille, on est tous différents. Bien sûr. Chacun a son caractère, et quand on a repéré le caractère des uns et des autres, et ben ça y est, on a sa place. J'ai presque envie de dire pour toute la vie, puisque j'ai toujours cette même place-là. Donc de ce côté-là, ça a été. Ça a été, ouais. Top. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui n'a pas été alors? Ah bah je me suis toujours senti un peu différent des autres. Par contre, c'est très sournois, c'est très petit, c'est un sentiment qu'on ressent pas tout de suite. Il est là, on l'entend un petit peu, mais voilà, on s'en rend pas tout de suite compte. Et maintenant que j'ai fait un travail sur moi-même, je m'en rends compte maintenant, mais c'est vrai que je me suis toujours senti un peu à part. À part par rapport à quoi? Qu'est-ce qui te faisait sentir que tu étais à part, justement? Déjà, à part à l'extérieur. Bon, voilà, moi, mes parents sont du Mali. J'ai grandi dans une famille
enfin dans un quartier populaire, donc il y avait des Algériens, des Maliens, des Sénégalais, il y avait vraiment de tout. Et malgré ça, je me sentais quand même... Différent. Ouais, je saurais pas dire pourquoi, mais je me sentais différent, presque un complexe d'infériorité, j'ai envie de dire. Ah oui. Enfin, c'est un mot un peu scientifique, mais presque. Et à la maison, je me sentais aussi un peu différent. Je pense que la différence d'âge aussi faisait que j'ai toujours été un peu à l'écart dans la façon de penser par rapport à ma famille, par exemple. Et le fait de se sentir différent, ça m'a poussé un peu malheureusement à tout voir à travers le prisme de l'excellence. Donc ça c'est aussi un truc quand on est immigré, hein, c'est si vous voulez vous faire une place, faut être meilleur que les autres, plus fort que les autres. C'est peut-être quelque chose qu'on te disait aussi à la maison. Alors on me l'a dit à la maison, mais on le ressent aussi. Hein. Oui, j'ai même une prof qui m'a dit, hein, je me souviendrai toute ma vie de ce cours. Elle nous explique que oui, il y a du racisme en France, mais que si vous voulez qu'on ait rien à vous dire, eh ben il faut être l'un des meilleurs. Ce que j'ai trouvé profondément injuste, parce que Bien sûr. on ne demande pas aux autres de prouver qu'ils méritent d'être français quelque part. Donc alors ça partait peut-être d'une bonne intention, hein, j'en suis même persuadé que ça partait d'une bonne intention, mais ça traumatise peut-être aussi, ça choque, ça te pose la question. Ouais, ça arrivait plus tard, mais moi j'ai toujours senti que pour être accepté, et quelque part apprécié, aimé, etc., il fallait être un peu parfait, quoi. Un peu parfait. Ouais. Donc cette différence-là qui t'a accompagné tout au long de ta jeunesse, avec ce sentiment-là que tu avais, à quel moment tu as eu peut-être un déclic Est-ce que tu l'as eu déjà, ce déclic-là, de te dire qu'au final, t'es pas si différent que les autres? Ouh, non, je pense pas avoir eu ce déclic-là. Je pense pas avoir eu ce déclic-là. Je suis toujours resté entêté. Je suis têtu, hein. Ouais. Donc, je suis resté entêté sur il faut que tu sois meilleur, faut que tu sois meilleur, faut que tu sois meilleur. Et là où ça s'est beaucoup développé, c'est à l'école, parce que l'école c'est important dans le sens où c'est une manière de s'émanciper. Tous les parents qui immigrent dans un autre pays, c'est La voie de la réussite, Ouais, c'est par l'école. c'est par l'école, c'est vraiment la scolarité, c'est sacré. Donc c'est ça, et c'était toujours faire mieux et toujours faire plus à l'école. Une pression que tu avais au quotidien? Et c'est quelque part moi qui me la mettais, puisque moi mes parents m'ont toujours dit tu fais ce que tu as envie de faire tant que tu travailles bien et que tu arrives à subvenir à tes besoins et à nourrir ta famille. Moi mes parents, c'est ce qu'ils m'ont toujours dit. Si tu gagnes ton argent honnêtement, fais ce que tu veux. Et puis vient ce jour du drame, hein, si je puis le dire. Est-ce qu'on peut revenir sur les moments difficiles qui ont radicalement changé ta vie? Déjà, il y a eu la première année de seconde, parce que j'étais bon élève, mais la première année de seconde, c'est le moment où ça devient sérieux. Il y a le bac après et à tout ça. Et donc, j'ai passé une année à ne rien faire. Une année vraiment j'allais en cours, parce que je sèche pas. Mais par contre, j'ai rendu feuille blanche pratiquement toute l'année. Et je pense que c'était le premier déclic où j'ai une professeure qui me dit « Il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que tu veux m'en parler ?» Et à l'époque, j'ai pas su, puisque de toute façon, moi-même, en moi, je savais pas. Ouais. Mais tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Ouais, c'était de l'angoisse. Hein. C'était de l'angoisse pure et simple, mais je l'avais pas identifié comme tel. Ensuite, je passe ma première et ma terminale, et là où j'ai de la chance, c'est que ça allait mieux, parce que mes notes allaient mieux. Je me suis mis à bosser, vraiment, et mes notes allaient mieux. Donc ça a caché un petit peu... Ça a caché un peu tout ça. C'est ça. Parce que c'est un mal-être qui était là, mais je me disais, bon, ça ira mieux après. Tu le mettais de côté. Ouais, ça ira mieux après. De toute façon, là, t'as des bonnes notes, tu travailles, ça va s'arranger après. Comment, pourquoi, on ne sait pas, mais ça va s'arranger après. Et lorsque je suis arrivé à la fac, là, c'était vraiment dur. Parce que j'y arrivais pas. Je pense que j'aurais pu, honnêtement, si je m'étais accroché, mais psychologiquement, j'ai pas réussi. Et là, vraiment, ça a fait une grosse cassure, ça. Ça a fait une grosse cassure, d'autant plus que j'étais dans une fac de l'Ouest parisien. Et le sentiment d'être pas comme les autres, il était décuplé, forcément. Ah ouais, forcément. Ouais, c'était encore pire, même si c'était pas forcément justifié, puisque... Quand on te voit comme ça, on voit pas, en fait, cette différence-là que toi-même, tu as de toi. Non, c'est dans ma tête. C'est dans ta tête? Ouais, c'est que dans ma tête. Mais bon, ça suffit, hein. Ça suffit, exactement. Et donc après, j'ai fait une année de compta où tout allait bien. Et puis l'angoisse est revenue en milieu d'année. Et c'est sournois, mais ça apparaît de plus en plus. Tous les matins, je prenais le RER. Tous les matins, je me disais, là, si je saute, tout s'arrête et tout ira mieux.
Ah oui, c'était à ce point, en fait. Ouais, mais on se le dit comme ça, on se le dit. On y pense une fois et puis après, non, bon, on le fera pas. Sauf que janvier à mars, on se le dit tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, et puis de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus. Et jusqu'au jour où j'ai dû passer à l'acte. Je me souviens pas vraiment de cette semaine. Ouais. Je me souviens de quelques jours avant, la veille. Qu'est-ce qui s'est passé quelques jours avant? La veille, le matin, la responsable du cabinet où j'étais nous a mis un petit savon. Parce qu'on travaillait pas assez vite. C'est ça? Ouais, alternant en comptabilité. On nous a mis un savon parce que je travaillais pas vite, en sachant que je ne suis rapide pour rien. D'accord. Enfin, vraiment, la rapidité, j'ai plein de qualités, mais la rapidité n'en est pas une. Ça, et je me souviens aussi de mes amis de promo qui avaient vu que quelque chose n'allait pas et qui me demandaient ce qui va pas. Mais en fait, rien n'est sorti, même mes amis d'enfance, rien n'est sorti. Donc ouais, je me souviens que de ça. Et est-ce que ce serait pas ça l'élément déclencheur, peut-être, du passage à l'acte? Un trop-plein de toute cette pression que tu as accumulée depuis ces mois, parce que c'était de janvier jusqu'à avril, mai? Je pense pas forcément que ça soit la pression Enfin, je pense que c'est un tout. Parce qu'en plus, il y avait les partiels blancs. Qui dit partiel blanc dit forcément il faut avoir des bonnes notes. Bien sûr. Et ça m'a fait peur. Je pense que ça m'a angoissé. Parce que là où on voit que des notes, pour moi, c'est ma vie, mon futur. Si j'y arrive pas, ça veut dire que j'y arriverai pas plus tard. Parce que ça veut dire que j'en suis pas capable, que je suis trop différent, Et donc, c'était presque une question de vie ou de mort. Ah oui. Ouais, c'est à ce point-là. Donc c'est incroyable. Ouais. Et avant de revenir sur le jour de cette tentative de suicide, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces moments-là? Est-ce que tu avais quelqu'un à qui en parler? Est-ce que tu parlais déjà de ton mal-être à ta famille, à tes amis, à ton entourage, ou pas du tout? Jamais, parce que je suis quelqu'un de... Je suis toujours souriant, je fais toujours des blagues, je suis toujours de bonne humeur, donc non. Et puis je me dis que personne ne me comprendra, donc à quoi bon en parler? Ah oui. Et puis... tout le monde a ses problèmes, donc j'ai pas envie d'embêter les autres avec les miens. Donc non, j'en avais jamais parlé. Je pense la dernière semaine, les dernières semaines, j'ai quand même fait un effort. J'avais une amie à ce moment-là qui voyait un psychologue que j'ai peut-être été voir 2 fois. Forcément 2 fois, elle a rien pu voir. Et j'en ai discuté avec quelques amis, mais à mots couverts. Et tu disais quoi à ces amis-là? Bon, que ça allait pas trop, etc. Mais rien de concret. Rien de décelable. Ou d'alarmant peut-être pour eux? Ah oui, mais c'est pour ça que je dis que j'étais bloqué. Ça pouvait pas sortir, c'était juste impossible. C'est toi-même qui te mettais cette barrière-là, ce blocage-là? Oui, parce que je pense qu'ils auraient été prêts à m'écouter. Mais déjà, quand on sait pas ce qui se passe en nous, c'est compliqué d'en parler. Et j'ai fait un long travail pour essayer de comprendre. Et maintenant que j'ai fait ce long travail, je sais que à ce moment-là, c'était pas possible. C'était pas possible. Est-ce qu'un jour tu t'es dit peut-être que tu as un trouble de la personnalité, ou tu as quelque chose de l'ordre du psychologique, du psychique qui va pas? Alors non, parce que c'est un sujet qui était tellement loin de moi que je pense que je connaissais même pas les termes dépression, bipolarité, schizophrénie, etc. Donc non, ça m'est pas venu. Ça t'est pas venu en tête? Ça m'est pas venu en tête. C'était juste des idées qui venaient, des choses qui te passaient par la tête, en fait, c'est ça? En termes de pensée? Non, même pas. Je dirais pas des idées, parce que il y a un cheminement assez logique quand même. Je me lève, je suis pas bien, je suis malheureux, j'ai envie de rester au lit, mais il faut se lever quand même, donc j'y vais. Puis après, quand je me lève, je me dis, mais j'ai vraiment pas envie d'y aller, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie. Et tous les jours, c'est j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et logiquement, quand on n'a pas envie, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête? Voilà. Le suicide, c'est moins une envie de mourir qu'un besoin de faire stopper la souffrance. C'est tellement trop, en fait, que tu te dis que tu peux plus supporter ça, cette souffrance-là. Parce que c'était une souffrance que tu vivais, en fait, au quotidien. Vraiment. Que tu ressentais. Ouais, vraiment. Donc arrive ce jour-là. Est-ce que tu as des souvenirs de cette journée particulière? Pas du tout. J'ai aucun souvenir. J'ai une amie à qui il est arrivé la même chose. Elle, les souvenirs sont revenus des années après. Et de ce qu'elle me dit, c'est mieux que je me souvienne pas. Ah oui, peut-être que des fois, on dit que c'est le cerveau qui nous protège de traumatismes pour éviter qu'on perde pied, en fait. Je pense que c'est ça.
Donc je ne me souviens absolument de Rien rien. du tout. Donc le train arrive et toi tu sautes. Bah, je suppose. Ouais, tu supposes, c'est ça. Tu sautes. Et quand tu sautes, est-ce que tu te souviens de ce que tu disais? Ah non. Non, pas du tout. Tu te souviens même pas de la sensation que tu avais, Ah, mais dans l'état vraiment. dans lequel tu étais? Non, c'est vraiment comme si ce jour-là n'avait jamais existé. Hein. À ce point. Ah ouais. Donc tu l'as vraiment effacé, en fait, Ouais. de ta mémoire. Ouais. Ah oui, carrément. Et là, tu te retrouves à l'hôpital. Ouais. Je me retrouve à l'hôpital. Est-ce que Je tu fais comprends un quelques- peu? Je fais quelques jours de coma. Mm. Je comprends parce que je me connais. Ouais, Donc je sais que s'il m'arrivait quelque chose, c'est que j'ai fait... une connerie. Ouais, et puis en plus, j'avais pas imaginé 10 000 plans. Donc je savais que c'était le RER et rien d'autre parce que je me voyais pas faire autre chose. Et donc j'ouvre les yeux. Alors ça, au début, je suis un peu dans le brouillard. Et puis je vois qu'il me manque une jambe. Et à ce moment-là, je me dis, la première chose que je me dis, c'est mince, je me suis raté. C'est vraiment la première chose que je me dis. Ah oui. Ah oui, après, je me dis, Ah oui, donc la sensation, l'émotion que tu avais, c'était même pas un soulagement de ne pas être parti au final. non, c'est un échec. Un Tout regret. après, c'est un échec. Ah oui, un échec en plus en sachant que par la suite, je vais plus pouvoir me cacher puisque mes proches savent que je vais pas bien maintenant. Ouais. Que ma vie va être plus compliquée parce que j'ai pas de jambes. Et que mes problèmes que j'avais sont toujours là et qu'il va quand même falloir potentiellement les régler. Donc non, au tout départ, c'est vraiment pas un soulagement. Hein. Donc tu étais là, tu es tout seul dans ton lit d'hôpital? Il y avait quand même souvent des Non, il y infirmières. avait des infirmières quand même. Passer toutes Mais- les 2-3 heures. Ouais. C'est- Elles te dérangeaient. Ah ouais. Mais quand tu te retrouves seul, les premiers instants, qu'est-ce que tu dis au-delà du fait que tu t'es raté? Au départ, je peux me dire que ça parce que je suis vraiment trop... Avec les antidouleurs, les médicaments, etc., j'ai vraiment que ça. Puis après, je me dis que c'est inconfortable parce que je suis entubé et tout. C'est pas très confortable. Et tes parents? Et puis après, le début des visites. J'ai eu beaucoup de visites. Ouais. Et la seule chose qu'on se dit, c'est ça va aller mieux et tu vas t'en sortir. Et est-ce qu'au départ, parce qu'ils ne savaient pas forcément Non. la cause, ils ne savaient pas aussi que c'était un suicide dans un premier temps? Ouais. Donc, est-ce qu'il y a eu... comment est-ce qu'on a introduit ce mot-là, suicide, à tes parents et comment est-ce qu'ils l'ont Ils ont l'ont. réagi? Moi, j'ai pas eu à dire tout ça parce j'ai fait 3 jours de coma, donc je pense qu'ils l'ont su pendant que j'étais dans le coma. D'accord. Quelqu'un a dû leur expliquer avant. Tout ce travail-là avec mes parents, on l'a fait un peu après. À mettre les mots dessus, c'était pas simple, hein, parce que J'imagine. c'est des mots. C'est tabou aussi. Culturellement, c'est des mots qu'on n'utilise pas trop. Et puis surtout, c'est incompréhensible, puisque. Tout avait l'air d'aller pour le mieux pour toi. T'as un toit sur la tête, t'as des études, tu peux manger. De quoi tu te plains? Ouais, c'est ça. Vraiment, on voit pas ce qui va pas, en fait. Donc c'est... Ouais, pour eux, c'était compliqué à comprendre. Et puis après, j'ai envie de dire, parfois, on peut pas toujours tout comprendre. Hein, Bien sûr. mais ils m'ont soutenu. Ils t'ont soutenu. C'est l'essentiel. C'est ce dont j'avais besoin. Et puis dans les premiers moments, c'était que du positif. Ça va aller, on va s'en sortir. Est-ce que tu vas bien Enfin, vraiment, on discutait de choses positives. Mais pas de ça, Non, du pas problème, de ça. dans Non. un premier temps. Non, dans un premier temps, non. C'est les choses peut-être qui se sont corsées un peu après que toute cette tragédie soit passée. Il a fallu la digérer, moi la confronter personnellement, aussi. et puis la digérer en famille aussi, parce que ça n'a pas été facile. Hein. Vraiment, ça n'a pas été facile. On a expliqué des choses, parfois se dire des choses qui peuvent Blessé, heurté. blesser. Mais bon, c'est comme ça, c'est la famille. Hein. C'est comme ça, Ouais, c'est comme les ça. liens du sang. Ouais, vraiment. Et on a fait tout ce travail-là pour bien... ça a été long, mais Ça a été long. Ouais, ça a été long. Et tu as réussi à leur dire le mal-être que tu avais et pourquoi est-ce que tu as essayé de te suicider? J'ai essayé, mais j'ai pas trop pu. Ils n'ont pas voulu l'entendre. C'est pas ça, c'est que je pense que j'arrive à un moment où... moi, je suis le plus petit, donc mes parents sont plus vieux que les parents de mes amis. Et je pense qu'à un moment donné, c'est moi qui avais envie de les protéger, je pense. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de savoir? Je pense qu'ils ont juste besoin de savoir que je vais mieux et que ça ira mieux pour la suite. Donc j'ai pas pu
pu expliquer plus que ça, mais j'ai pas voulu non plus. T'as pas voulu aller plus loin, en fait. Il n'y a pas besoin. Non. Je me dis si ce dont ils ont besoin, c'est de me voir évoluer et aller mieux. Le reste, ça peut passer. Ça peut passer. Donc, suite à cet accident-là, tu as subi plusieurs opérations aujourd'hui, après l'accident. Est-ce que tu peux parler des processus chirurgicaux que tu as dû subir? Alors, les opérations... Qu'est-ce que ça impliquait aussi pour toi? Ouais, C'est lourd. J'ai déjà eu une jambe amputée au-dessus du genou. Ouais. Ça, c'est le train qui l'a faite. Ensuite, j'avais mon pied là qui était en mauvais état. Les médecins essayaient de le garder, mais c'était pas possible. Ouais. Donc, on l'a amputé et on a amputé sous le genou. Et c'est mieux parce que clairement, c'est ma jambe forte. Là, le fait de pas avoir de genou, ça rend les choses plus compliquées. Donc, quelque part, je pense qu'ils ont pris la bonne décision plutôt que d'attendre et de devoir couper plus potentiellement. Ensuite, vu que j'avais les plaies ouvertes, il a fallu prendre de la peau pour aider la cicatrisation, donc faire une greffe de peau. Donc, on m'a pris de la greffe là et là. C'est 2 carrés très bien faits qu'on a mis là. Incroyable. Ouais, c'est bien. Franchement, ça, je ne savais pas que c'était possible, mais c'est fort. Et ensuite, pour mettre là et pour mettre là au bout aussi, c'est vrai. D'accord. Et ensuite, j'ai eu une exostose. Donc, ça, c'était en rééducation. L'os qui repousse un petit peu. Et ça gêne pour la mise de prothèses. Et donc là, il a fallu raboter. Donc, je suis repassé sur le billard. Et il a fallu recicatriser avec de la peau greffée. C'est plus compliqué. Et même en termes de douleur, j'imagine que tu as dû endurer des phases de douleur énormes, même s'il y a des médicaments qui doivent soulager ça. Ouais, plus la première fois. La première fois. C'était horrible. J'avais besoin de... Alors, il me donnait de la morphine, mais j'aimais pas parce que je me sentais mal après. Ça, je sais pas, ça me donnait la nausée. Et j'avais tellement mal quand il me faisait le pansement, c'était tous les 2 jours. Et un jour, j'ai eu tellement mal que je leur ai dit, vous me touchez pas, vous m'endormez. Anesthésie générale, sinon vous me touchez pas parce que là, j'en peux plus, ça fait trop mal. Ouais. Et ce serait quoi la plus grande difficulté que tu as dû endurer durant tout ce processus chirurgical? Il y a plusieurs choses. Déjà, c'est vrai que en parallèle, il y a toujours le moral qui va pas forcément. Donc déjà, ça c'est... J'imagine. Ça c'est quelque chose qu'il faut aussi gérer quand même. Parce que parfois, je me dis à quoi bon de faire tout ça puisque je vois pas la peine, j'en vois pas la peine. Et en fait... Ah oui, même là, tu disais encore ça? Ah ouais, au début, ouais. Ok. Et la guérison, c'est un processus qui demande de l'énergie et de la volonté. Donc, si on l'a pas, c'est compliqué. Et heureusement que j'avais mes proches pour me rebooster. Parce que sinon, je pense que j'aurais pas pu. L'attente. Ouais, l'attente, c'est long. Ouais, c'est long. Parce que tu as passé combien de temps 3 mois à l'hôpital, 9 mois en rééducation. Ah oui. Après, toutes les attentes ne se... Ouais, c'est ça. Toutes les attentes ne se valent pas, pour être honnête. Ouais. Le début de l'hôpital, on est tellement dans les vapes que... Tu sens pas, en fait. Le temps passe vite. Mais voilà, quand j'étais entubé, j'en avais marre. On peut être entubé, on peut pas parler. On mange pas, on boit pas. Ça, c'était hyper long. Mais c'est pas le choix, faut attendre. Faut que le corps se... C'est un choc que tu as eu, là. Tes pieds sont... ils ont été déchiquetés, en fait, avec le train. Mais pour autant, c'était pas mon plus gros problème. Ah oui? C'était quoi ton plus gros problème à ce moment? C'est que j'ai toujours envie de mourir. Donc, jambe ou pas jambe... c'est pas très grave. D'accord. Donc, dans mon malheur, j'ai eu de la chance quand même. J'ai toujours eu une bonne relation avec mes prothèses. Donc, ça veut dire que cette envie-là de mourir, elle allait au-delà même de la douleur que tu avais, au final. Ça veut dire que c'est un mal-être qui est profond, mais vraiment profond. Je pense très profond, parce que pour en arriver à là, malheureusement, c'est que c'était bien profond. Après, petit à petit, il y a eu un travail qui a été fait à l'hôpital dès le début, avec un psychiatre, une psychologue, les proches qui étaient là. On va pas minimiser, mais parce qu'on n'en parle pas souvent, mais les infirmiers, infirmières et les aides-soignants, c'est pas des robots. Donc quand ils viennent dans la chambre pour travailler, ils prennent toujours le temps de discuter, etc. Ça va faire un bien fou. Ça paraît bête, mais... D'avoir quelqu'un à qui tu peux te confier ou même parler, tout simplement, échanger. Et c'est une autre façon de voir les choses aussi, parce que... Ah oui. Moi, je veux dire, moi j'ai envie de mourir, et ils me disent, non, on est à l'hôpital, on voit des gens mourir tous les jours. Et là, t'étais parti pour mourir, donc peut-être que c'est pas si mal que ça, en fait. Et est-ce que ce serait pas un déclic aussi pour toi de voir une nouvelle possibilité d'avoir envie de vivre? Eh ben... tous ces échanges-là? Si,
clairement. Ouais. Ces échanges-là, si, clairement. Parce que, déjà, je pense que d'avoir fait sourire vu des proches souffrir et se dire, bah, c'est à cause de moi et tout ça, ça, Ça fait mal. ouais, ça remet les choses en place quand même. On se dit, bon, bah, cyniquement, je me disais, bon, bah, t'as eu ta chance d'essayer de te suicider, tu l'as raté, bah, maintenant, Vie, quoi. ouais, maintenant, Ouais. vis parce que tu vas pas leur refaire revivre ça. Ouais, c'est ça. Si tu voulais mourir, fallait réussir la première fois, sinon maintenant c'est trop tard. Mm. Maintenant tu vis et tu répares la douleur que tu leur as causée. Donc il y a eu ça, il y a eu la bienveillance aussi des gens. Moi j'ai rencontré des gens, ça paraît bête, mais le pouvoir des mots c'est impressionnant. Ouais. Des mots, le pouvoir des mots, de la bienveillance des uns De et des l'amour, autres. peut-être aussi. Ouais, franchement, Mhm. franchement. Bon, on s'est dit Tu des l'as choses avec. ressenti, Ah ouais, durant- on s'est dit des choses avec mes amis qu'on s'était jamais dit et que C'est je vrai, pensais qu'on se comme dirait quoi jamais. Ah bah, Je t'aime. je t'aime avoir un ami, je l'avais jamais dit. Hein. Ouais. Et bah, maintenant, je le dis. D'accord. Et je pense que sans ma thèse, je l'aurais jamais dit à mes amis, quoi. C'est, C'est important. ouais. Ah, on est bêtes, les garçons. Mm. Est-ce que tu en veux à tes parents? Moi, je travaille avec des enfants, donc avec tes parents, forcément. Mhm. Et s'il y a une chose que je sais, c'est que chaque parent fait comme il peut avec ce qu'il a. Alors, il y a toujours des exceptions, on me dira, mais je connais pas de parent qui se dit, bah, je vais donner le moins bien à mon enfant et il se débrouillera avec. Mhm. Chaque parent fait comme il peut avec ce qu'il a. Donc j'en veux absolument pas à mes parents, ils m'ont tout donné, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Et bah, si ça, on n'a pas réussi à le faire, parce que c'est pareil, il faut être deux pour ne pas réussir à discuter, à dialoguer. Donc si on n'a pas réussi à dialoguer, bah, c'est comme ça, c'est notre responsabilité à tous. Donc, et maintenant, bah, on essaie de faire en sorte de ne pas reproduire. Et moi, j'ai une fille maintenant et je m'attache. Pour moi, c'est très important qu'elle puisse savoir qu'elle peut tout me dire. Bon, là, elle a 5 ans, donc c'est pas hyper intéressant ce que tu fais. Mais ça commence par là. Ouais, ça aussi. commence par là. Ça commence par là. Exactement. C'est vraiment. Mais non, aucune rancœur envers mes parents. Vraiment. Alors, est-ce que par rapport à cette tentative-là de suicide, est-ce qu'il y a eu un suivi après psychologique? Est-ce qu'il y a eu un mot qui a été posé sur ce que tu pouvais ressentir? Alors oui, il y a eu un suivi. Je pense que j'aurais pas eu le choix de toute façon. Et après, c'était à moi de choisir si je veux poursuivre le suivi ou pas. Donc j'ai eu un traitement et des rendez-vous avec le psychiatre et après psychologue, c'est selon si moi je veux ou pas. Mais ce travail de psychothérapie pour moi ça a été très important parce que ça m'a permis de mettre des mots et de comprendre comment je fonctionne et pourquoi je fonctionne comme ça. Malheureusement, c'est fort probable que j'ai toujours cette fragilité tout au long de ma vie. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, il faut juste le savoir et composer avec. C'est juste ça qui est important. Aujourd'hui, ça va, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais il faut savoir aussi que le jour où ça va pas, je sais où aller, vers qui me tourner et comment faire. Des mots qui ont été posés, pas tellement. Bipolarité, non? Pas tellement. Non, pas tellement. Juste dépression. Dépression. Après, quelque part, je me dis, peu importe le nom. Oui, c'est vrai. Peu importe le nom, tant qu'on arrive à gérer, on peut l'appeler comme on veut, mais l'important, c'est de le gérer. Mais ouais, c'est hyper important parce que la guérison, c'est pas c'est pas que ça, c'est ça. Et il se trouve que il y a quelques années, j'ai fait une rechute et j'ai dû aller en hôpital psy pendant quelques semaines. Et au départ, je le voyais comme une défaite en me disant je suis censé aller mieux et je vais pas mieux. Parce que c'est vraiment quelque chose, quand on va aller mieux, on se dit toujours pourquoi ça va pas mieux tout le temps. Mais la vérité, c'est que c'est pas une défaite parce que en 2013, j'ai pas été voir quelqu'un et j'ai sauté sous un train. Et là, j'ai été chercher de l'aide. Oui. Donc, quelque part, on peut se dire que si, quand même, ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Est-ce que tu as un traitement à suivre au quotidien? Ouais. D'accord. Et quand tu arrêtes de le suivre, c'est peut-être là aussi où il y a... Alors, si vous êtes sous traitement et que vous arrêtez de le suivre... Alors, quand j'étais à l'hôpital psy, toutes les personnes qui arrêtaient leur traitement, ils revenaient à l'hôpital. Ah oui. Donc non, moi, j'arrête pas mon traitement. Tu peux passer par la case hôpital psychiatrique, c'est pas facile. C'est dit au moment où on nous les prescrit, c'est avec le médecin, pas forcément à vie, mais c'est le médecin qui doit dire quand est-ce qu'on l'arrête. D'accord. Et ça s'arrête progressivement avec l'aval du médecin.
D'accord. Donc on en parle avec lui, on en discute, il n'est pas obtus. Hein. Il va dire, je pense que c'est une bonne idée, je pense pas. On peut essayer d'arrêter, ou voilà, mais et puis on réduit. On n'arrête pas comme ça d'un coup. Ça, c'est progressivement. c'est le meilleur moyen d'être dans le mal. Vraiment, c'est le meilleur moyen d'être dans le mal. Après, moi, c'est passé par un traitement, mais il y a certaines personnes qui arrivent à aller mieux. Qui vont mieux sans traitement ou qui ont un traitement pendant des années et qui ensuite l'arrêtent, qui font de la psychothérapie pendant 6, 7, 8 mois et qui ensuite arrêtent. Chaque cas est différent et faut éviter de se dire, bah, lui, ça a marché pour lui, donc ça doit marcher pour moi. Ça a marché pour lui, donc je peux potentiellement essayer, mais chacun a sa propre façon de fonctionner et du coup d'aller mieux. T'es papa aujourd'hui d'une petite fille, t'es aussi en couple, t'as ta compagne qui t'accompagne. Est-ce que tu en parles avec elle? T'as dû en parler. Voilà. Mais comment est-ce que ça impacte peut-être votre vie aujourd'hui? Pour elle, c'est pas simple. C'est pas simple, j'imagine. Parce que quand ça va pas, elle a toujours peur que ça soit grave. Parce que moi, je sais à quel point je vais pas bien quand je vais pas bien, mais elle sait pas, donc elle peut se dire, est-ce qu'il va pas bien au point de retomber en dépression, ou est-ce que c'est une déprime qui peut arriver à tout à chacun. Donc ça, c'est pas toujours simple pour elle. Et puis c'est vrai que quand je suis pas bien, je suis pas le meilleur colocataire du monde, on va dire. Bah oui, j'imagine, parce que c'est un mal-être déjà que tu n'arrives pas à gérer. Donc ça doit être compliqué même pour toi. Ah bah oui, parce que moi je le sais en plus. Ouais. Je le sais, je me dis, est-ce que je lui fais vivre? Mais après... Elle t'aime. Ouais, et puis elle m'en parle et puis quand on discute ça, on réussit à aller mieux quand même. Ça m'aide à passer la tempête. Est-ce que tu comptes en parler à ta fille, si ce n'est déjà fait? Ouais, peut-être plus tard, parce que je pense qu'à l'adolescence, on passe par des moments pas simples. Sans parler, il y a les bouleversements du corps, il y a tout ce qui est harcèlement, il y a l'angoisse du futur, etc. Donc je pense que je lui en parlerai parce que je pense qu'elle aura des angoisses et ça peut l'aider à me vivre ces angoisses. Donc je pense que je lui en parlerai. Tu en parleras. Alors aujourd'hui, quelles ont été les étapes qui t'ont permis à te reconstruire? Alors là, il y a eu déjà, j'ai eu la chance de pouvoir passer un diplôme. Super, félicitations. Merci. Donc ça, c'était la première étape parce que je suis sorti de rééducation et j'ai pas passé mon temps à ne rien faire. Donc ça m'a permis de me remettre tout de suite dans la vie active. Ça, c'était important en faisant quelque chose que j'aime. T'avais quel âge quand ça s'est passé? J'avais 21 ans et quand j'ai commencé ma formation, j'avais 22 ans. D'accord, ok. Donc ouais, Très jeune. Ouais. Ensuite, j'ai passé mon permis de conduire. Alors ça, quand on est une personne à mobilité réduite, c'est très important. Ouais. Parce que... Tout change au final. Ouais. Oh, et puis en plus, alors là, je marche, j'ai pas de béquille et tout va bien. Mais au départ, j'avais un périmètre de marche très restreint. Je marchais 300 à 400 mètres et... T'es fatigué. Et ouais, j'étais fatigué, il fallait que je fasse une pause. Ce n'est que petit à petit que j'ai... pris l'habitude. Ouais, pris l'habitude. Et puis grâce au sport aussi, hein, ça joue. Donc ça a été important. Et puis après, dans la foulée du permis, j'ai pu avoir je me suis inscrit dans mon premier club de sport. Ça aussi, ça m'a fait un bien fou parce que j'étais avec des personnes en situation de handicap. Donc on peut partager des choses avec des personnes en situation de handicap et des valides aussi. Mais ça permet aussi je dirais pas comparer, mais de remettre un peu en perspective notre vie, quoi. Et puis quand on a des soucis, parfois, trouver des réponses aussi. Parce que forcément, les autres sont passés... par là, ou vont y passer. Oui. Voilà. Ensuite, les premières vacances que j'ai passées avec mes amis aussi. Ça te fait très important, ouais. Ouais, parce que je me disais, en étant handicapé, il y a plein de trucs que je pourrais pas faire. Et en fait, chaque mois, je me rendais compte qu'il y a plein de trucs que je peux faire, en fait. Donc, on fait juste différemment, mais on fait. Donc, ça, c'est les premières vacances. C'était des vacances normales. Hein. Aujourd'hui, vous passez ces vacances-là, vous direz, ouais, c'était sympa. Mais pour toi, c'est tout autre chose. Ouais. Parce que aussi, on parle d'une personne qui pouvait marcher à une personne aujourd'hui qui est invalide. C'est pas anodin. Comment est-ce que tu as fait aussi pour t'approprier ces nouvelles jambes-là? Et aussi en termes d'insertion et en termes de réadaptation, comment est-ce que tu as fait? Honnêtement, c'est vraiment la bienveillance des gens autour de moi. Ouais. Parce que j'ai été dans un centre de rééducation, on m'a très bien préparé. Mon centre de formation
il a été super cool en disant, bah écoute, s'il y a besoin de quoi que ce soit, t'inquiète pas. Mon employeur, pareil, m'a dit, bah s'il y a besoin, on est là pour toi. Et j'avais juste à faire de mon mieux. Et c'est ce que j'ai fait. Donc franchement, pas de problème de ce côté-là. Et autre chose aussi, c'est que moi, mon plus gros problème, là, c'est toujours été ma tête, pas mon corps. Donc pouvoir marcher, bah c'est cool. Ça me permet de faire plein de choses. Et je vois pas le problème. Super. Tant que ça va mieux là-dedans, moi, le reste, ça va. C'est ça le principal. Ouais, c'est vraiment, au final. vraiment, c'est ça. Est-ce que tu regrettes ce geste-là? Je ne regrette absolument pas ce geste-là, parce que je préfère être heureux avec mes 2 prothèses que malheureux avec mes jambes. La vie ne vaut d'être vécue que si on est bien dedans, que si on partage des moments avec ses proches et qu'on est heureux de se lever tous les matins. Moi, quand j'avais mes jambes, c'était pas le cas. Et là, tu l'es grâce à tes nouvelles jambes, au Ouais, final. je le suis grâce à mes nouvelles jambes, grâce à ma famille, grâce à mes proches, grâce à ma femme et ma fille, grâce à mon boulot, grâce au sport, grâce à tellement de monde et tellement de choses que ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, c'est vrai qu'on a mentionné la psychiatrie et le soutien aujourd'hui de tes proches. En quoi ça a été crucial pour toi d'avoir ce soutien-là et comment est-ce que ça a influencé ton rétablissement? Le soutien des proches, bon, déjà, il est important quand on traverse une épreuve. Ça, déjà, c'est la base. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je vais parfois me laisser un peu, je vais me laisser tomber en me disant, bah, tant pis pour moi. Ça, vraiment, tant pis pour moi, c'est une phrase que je répète assez souvent. Et quand on a des proches qui sont derrière, je peux dire tant pis pour moi, mais je peux pas dire tant pis pour mes proches. Donc, on essaye de faire ce qu'on peut pour eux. Disons que c'est eux qui me donnaient la force. Il faut que tu le fasses, bah fais-le pour eux. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour eux. Donc ouais, j'en serais pas là sans mes proches, vraiment. Donc c'est là où on voit aussi qu'être bien entouré, c'est très important. Ah, C'est primordial. ça commence par là. Et parfois, on pense qu'on n'est pas entouré, et en fait, on l'est. Mais on s'en rend pas compte parce qu'on n'en parle pas, ou parce que la vie va tellement vite que parfois, on a la sensation peut-être voilà, de déranger les gens, alors que des fois, c'est même pas déranger. Vu que ce sont des amis, ce sont des proches, ce sont des personnes qui t'aiment, au final. Et puis, qui vont plus reprocher de n'avoir rien dit plutôt que l'inverse. Exactement. Donc, ouais, non, vraiment, j'arrête pas de le dire, mais j'ai eu beaucoup de chance d'avoir tous ces proches autour de moi. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre ta guérison et le soutien émotionnel que tu as pu avoir de toutes ces personnes-là qui t'aiment, parce que tu as eu beaucoup d'amour tout au long de cette épreuve? J'en suis sûr. J'en suis certain, parce que sinon, sinon ça n'aurait pas été possible. Ah, moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu que ça. Et c'est le bon côté, c'est que j'en ai pu en bénéficier pour ma guérison, on va dire, mais c'est surtout qu'on continue à le faire vivre, ça. Et je vis pas les moments de la même façon. Je dirais pas qu'avant, c'était important de passer des moments en famille, bien sûr, par exemple, ou avec mes amis. Mais disons que maintenant, ils ont une saveur particulière parce que je sais d'où je viens et t'as échappé à la mort. Et que ouais, ça aurait pu ne pas... Ces moments-là, j'aurais pu ne pas les vivre. Exactement. Alors, aujourd'hui, comment est-ce qu'on appelle les prothèses? Comment est-ce qu'on les appelle? Bon, on dit des prothèses. On dit des prothèses, alors voilà, j'avais raison. Après, elles ont Parce que des fois, ils aiment bien les mots scientifiques, un peu compliqués. Donc aujourd'hui, tes prothèses sont tes nouvelles jambes. Comment est-ce que tu as fait pour te réadapter aussi? Et puis, au niveau de ton quotidien, quelles difficultés tu rencontres avec ces nouvelles jambes-là? Ah bah alors, déjà, c'est beaucoup de sport. Hein. La rééducation, faut savoir que c'est beaucoup de sport. Parce qu'en plus, en étant alité ou assis pendant plusieurs mois, on perd beaucoup de muscles. Donc c'est beaucoup de rééducation. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Et après, c'est de la pratique. Voilà, une fois que vous avez appris à marcher, faut mettre vos prothèses et marcher avec. Ça paraît bête, mais voilà, c'est sûr que parfois on se dit j'ai pas envie de les mettre aujourd'hui, peut-être en fauteuil pour faire une course à la boulangerie. Et aller en fauteuil, c'est tout aussi bien, c'est rapide. Mais il faut vraiment essayer de les mettre régulièrement. Après, voilà, parfois on a des douleurs, parfois il y a des petits soucis, mais il faut faire au maximum comme on peut. Et puis le sport aussi, les enlever pour pouvoir faire du sport, ça fait du bien. Ça permet de se réapproprier son corps aussi. Parce que moi, je sais que je chéris plus mon corps maintenant. Qu'avant. Ouais, qu'avant. Donc, t'en as conscience, peut-être.
Ouais, et puis je suis conscient qu'il va moins bien vieillir aussi. Ah oui. Donc je le sais. Donc j'ai Tu travailles dès maintenant. Ah ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, tu as obtenu ton diplôme pour travailler avec les enfants et tu es vraiment impliqué dans le sport, notamment dans le volley assis. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette discipline-là et comment est-ce que ça te fait sentir vivant? Alors le volley assis, c'est une discipline qui ressemble beaucoup au volley classique. Donc il n'y a pas beaucoup de différence, mais on est assis au sol. Et lorsqu'on y joue, on enlève ses prothèses. D'accord. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé faire des sports où j'ai pas de matériel, où c'est moi et mon corps, avec ce que je peux faire. Et ça, pour moi, c'est important. Vraiment. J'ai pas envie de faire du ping-pong, par exemple, ou enfin le tennis de table où je garde mes prothèses, ça m'intéresse pas forcément. Moi, j'ai besoin d'être libre, de ne rien avoir. Et ça, ouais, et puis on se déplace, ça fait travailler le cardio. C'est un sport d'équipe, donc on est tous ensemble. Donc ça, non, vraiment, ça, moi, c'est un sport que j'aime beaucoup. J'en fais depuis 2019 déjà. Ah oui, quand même. Ouais. Et vraiment, je ne peux que conseiller ce sport-là, puisqu'en plus, qu'on soit valide ou pas, on est tous à la même longueur, on est même sur le même pied d'égalité, puisqu'on est tous assis. Alors, une passion qui t'a valu même d'être appelé pour porter la flamme aux JO paralympiques aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a signifié pour toi, cet événement-là? Déjà, c'est une reconnaissance. Parce que c'est vrai que j'essaie de partager au maximum via mon association, en travaillant avec les enfants, en faisant diverses initiations de volley assis ou autres, ou en parlant du handicap. Et c'était un peu aussi une reconnaissance de ce que je fais de la part de mon centre de rééducation. Donc c'était vraiment une reconnaissance, une fierté, parce que c'est un événement à la maison qui est super beau. Et c'est aussi une revanche puisque je faisais pas partie des joueurs retenus pour les Jeux paralympiques de volley assis, malheureusement. Mais ça m'a donné l'occasion de participer à la fête. Donc ouais, honneur, fierté et revanche. Alors aujourd'hui, tu es un défenseur de la parole et de la sensibilisation autour des sujets de santé mentale. Quel message tu aimerais transmettre aux personnes qui potentiellement peuvent voir la vidéo? Qu'on peut tous aller mal. C'est humain, mais qu'il faut pas rester seul. Vraiment, la solitude, c'est le pire qui puisse nous arriver. Et ne pas oublier que c'est pas parce qu'on se sent seul qu'on est seul. Parfois, nos proches ont pas la bonne méthode, les bonnes clés pour nous aider, nous montrer leur présence, mais c'est pas pour autant qu'ils sont absents. Donc, ne soyez pas seul et allez en parler. Allez en parler, que ce soit un voisin, à un ami, à SOS Amitié par exemple, ou SOS Prévention Suicide. J'ai des personnes qui me contactent parce que ça va pas bien sur les réseaux sociaux. Et si ça leur fait du bien de discuter, ne serait-ce qu'un petit peu, il faut le faire. Mais il faut pas rester seul. Vraiment, c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. Merci beaucoup, Samou, pour ce beau témoignage, pour cette transparence aussi et pour ce courage que tu as aujourd'hui de faire appel à cette émission pour prévenir et sensibiliser les personnes qui peuvent être dans ton cas. Tu es également présent sur les réseaux sociaux. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu essayes de faire transmettre à travers tes réseaux sociaux? Aujourd'hui, pour moi, les réseaux sociaux, c'est une façon pour le grand public de montrer que la santé mentale, c'est pas que des personnes malheureuses comme Droupi qui tirent la tronche, mais c'est parfois elle est bien, parfois elle est pas bien, et que il y a tout un spectre d'émotions. Et puis j'essaie aussi de montrer que le handicap, ça fait partie de la vie et qu'elle n'est pas moins belle pour autant. Merci beaucoup, merci Samou. À toi. Merci. Et merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de Emma. Écoute-moi aussi. Ciao, ciao. Tu couches avec des gens dehors et tout ça, tu couches avec eux et tout ça. En plus, tu prends des photos sexy, tu envoies au mec et tout ça. Il va me demander aussi de lui faire des fellations. Parce que j'ai été violée avec ma grand-mère qui est partie aussi si tôt. Et je me suis dit, allez, vas-y, pars. On s'est fait attaquer, j'ai jamais vraiment eu peur, j'ai juste eu une montée d'adrénaline. Bonjour à tous. De coucher avec une personne avant le mariage. Écoute-moi aussi.